Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. 20 ans après, la loi handicap a-t-elle fait résolument changer les choses en matière d'inclusion ? Si les avancées sont notables, des lacunes persistent, notamment en matière d'éducation. On en parle avec notre invité en première partie d'émission. Si vous lisiez des mangas d'aventure, certes, mais des mangas basés sur les contes de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que propose Louis dans son dernier ouvrage, Red Flower. On le reçoit en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Charlotte Sauvager nous emmène au Danemark. Le pays compte interdire les portables et autres objets connectés à l'école. On va en parler bien sûr. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité de l'éducation avec Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Virginie. On commence ce journal par l'information principale de cette journée et l'affaire Betaram qui a pris un nouveau tournant aujourd'hui. Et oui, ce matin, dans une interview accordée à l'AFP, la congrégation religieuse des Pères de Betaram a reconnu sa responsabilité. C'est le prêtre Laurent Bachot qui s'est exprimé au nom de ses pères et qui a pris la parole, assurant, je cite, se sentir responsable face aux souffrances de ces enfants anéantis. Une prise de parole évidemment très attendue par les victimes qui accusent la congrégation de s'être tue durant de nombreuses années. Pour rappel, plus de 150 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves pour violences physiques et sexuelles survenues entre la fin des années 50 et les années 2010. Après un an d'enquête, le parquet de Paris avait décidé en février dernier d'ouvrir une information judiciaire. Un ancien surveillant, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Autre information de cette interview, Charlotte, la création d'une commission d'enquête. Oui, une commission d'enquête dite indépendante, mais financée par la congrégation elle-même pour identifier, je cite, les causes de ces abus massifs. Le prêtre Laurent Bachot n'a pas donné plus de détails sur la composition de cette commission, mais celle-ci intégrera les membres de la congrégation. Autre objectif aussi, étudier le fonctionnement de celle-ci dans les autres pays où elle est présente. Et au cœur de cette polémique, François Bayrou, actuel Premier ministre, mais surtout ministre de l'Éducation à l'époque. Oui, il était notamment accusé d'avoir détourné le regard, alors justement, vous l'avez dit, qu'il était ministre de l'Éducation. Pourtant, la Cour de justice lui a donné raison aujourd'hui. 2 signalements avaient été déposés par les Insoumis, Mathilde Panot et Jean-François Coulombe, pour inaction. Les 2 députés accusaient le désormais Premier ministre de ne pas avoir saisi les autorités judiciaires compétentes au moment des faits. 2 signalements donc classés sans suite. Si la plainte pour entrave à la justice et recel de crimes déposés à Pau le mois dernier court toujours, le Premier ministre a trouvé un allié en la personne d'Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, pour qui la responsabilité de François Bayrou n'est pas entachée. C'est une bonne chose pour les victimes, déjà. C'est la reconnaissance de leur combat. Et je pense que c'est important qu'il y ait cette parole, cette reconnaissance de culpabilité. On peut toujours mettre en cause le Premier ministre parce qu'il a été élu de Pau. Je veux dire, déjà la justice, s'il y avait eu des faits depuis tant d'années, on se demande pourquoi un procureur, un juge n'aurait pas ouvert l'action publique. Donc, charger le Premier ministre, c'est plus de la politique politicienne que, j'allais dire, la recherche d'une solution pour les victimes. Après Betaram, c'est un autre établissement qui fait malheureusement parler de lui dans les mêmes circonstances. Et oui, preuve effectivement que la parole se libère. D'anciens élèves d'un collège près de Brest ont pris la parole cette semaine, la semaine dernière, dénonçant eux aussi des violences après avoir vécu, je cite, sous les coups et dans la terreur dans les années 70. Pour le moment, 34 élèves se sont réunis pour créer un collectif et dénoncer une brutalité institutionnalisée. Un collectif qui s'est d'ailleurs uni aux élèves abusés de Betaram et de 2 autres établissements scolaires afin de peser collectivement. Le 7e jour d'audience du procès de Joël Le Squarnec s'est ouvert à Vannes aujourd'hui. Cet ancien chirurgien de 74 ans est accusé de viol et agression sexuelle sur près de 300 patients. Oui, hier, il a reconnu s'être, je cite, laissé envahir par la perversion. Il a aussi affirmé être prêt à reconnaître certains faits de viol et a affirmé en avoir fini avec le mensonge.
J'ai menti à tout le monde, a-t-il dit à mon épouse, à ma sœur, aux enquêteurs en 2004, puis jusqu'en 2017. Aujourd'hui, je veux assumer ma responsabilité, quelle que soit la nature de ce que j'ai pu faire et ne pas me défausser. Si c'est un viol, c'est un viol. Aujourd'hui, Joël Le Squarnec était interrogé sur son itinéraire professionnel, sur certains faits, mais aussi sur les carnets dans lesquels il répertoriait les détails de ses agressions. Dans sa nouvelle introspection, l'ancien médecin a tenté d'expliquer son basculement dans la pédocriminalité en lien avec son métier. Il a dit « Dans mon comportement, j'accomplissais mon activité professionnelle aussi bien que possible, mais en même temps, je commettais des agressions sexuelles sur des petits patients. Mon activité pédophile était une chose, mon activité professionnelle en était une autre. Le procès qui s'est ouvert lundi dernier durera encore quelques mois, jusqu'au 3 juin prochain. » Le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier ayant tué Nahel. C'était en juin 2023. Oui, la mort du jeune adolescent, vous le savez, vous en souvenez, était devenue le symbole des violences policières en France et était aussi à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes dans l'Hexagone. Ce matin, le ministère public a annoncé dans un communiqué le renvoi du policier mis en examen du chef de meurtre et le non-lieu du chef de complicité de meurtre pour le second policier présent lors des faits. L'avocat de la mère de Nahel, maître Franck Berton, y voit quant à lui une décision conforme à la réalité des faits. C'est un soulagement, a-t-il dit, pour la mère de Nahel qui a craint à un moment donné que la justice n'ait pas le courage que vient d'avoir le parquet de Nanterre. Les juges d'instruction doivent encore décider des suites données à ces réquisitions. Autre sujet dans l'éducation, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'obésité et les chiffres sont plus alarmants que jamais selon les experts. Une étude parue aujourd'hui a d'ailleurs montré que l'obésité et le surpoids continuent leur progression dans le monde. 60% des adultes et un tiers des enfants et des adolescents dans le monde seront en situation de surpoids et d'obésité en 2050 sans action politique. Ce sont les constatations de la revue médicale britannique The Lancet dont les résultats de l'étude ont été dévoilés aujourd'hui. Les auteurs de cette étude ont lancé donc un cri d'alarme et plaident ainsi pour une action urgente, une action qui a fait défaut au gouvernement des pays du monde ces 30 dernières années, entraînant une explosion alarmante du nombre de personnes en surpoids ou obèses. Entre 90 et 2021, ce nombre a presque triplé chez les adultes de plus de 25 ans. On est à 2,11 milliards de personnes concernées et il a plus que doublé chez les enfants et adolescents de 25 à 24 ans, passant de 198 à 493 millions. À noter que l'obésité et le surpoids sont associés à un risque accru de nombreuses pathologies et représentent déjà la 5e cause de décès dans le monde. Et pour terminer, Charlotte, avec une note plus joyeuse aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Alors forcément, qui dit Mardi Gras dit déguisement et surtout crêpes et beignets. Oui, c'est ça. On finit avec une note plus sucrée, mais avec modération, évidemment, compte tenu de ce dont on vient de parler. Mardi Gras, c'est aussi, vous l'avez dit, un synonyme de gourmandise. Les bugnes, les pennones, les oreillettes, les botreaux ou encore les tourtisseaux, peu importe la région dont vous venez. Bref, vous allez sûrement trouver beaucoup de recettes sur Internet, mais vous pouvez aussi en acheter à la boulangerie. Et là, c'est là que la mauvaise nouvelle arrive. Vous allez sûrement payer plus cher. La faute à l'inflation et surtout et notamment à l'augmentation du prix du beurre l'an dernier, plus 40%. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, était inquiet. Il s'est confié au Figaro. Une bugne, c'est entre 30% et 50% de beurre. Donc cette inflation n'est pas anecdotique sur le prix du produit final. De quoi ralentir les ventes, évidemment. Une situation plutôt inquiétante à l'approche de Pâques aussi pour les boulangers et les pâtissiers. Mais si le prix augmente, rassurez-vous, le goût, lui, reste le même. Merci beaucoup, Charlotte. Qu'est-ce qui freine encore l'inclusion à l'école 20 ans après la promulgation de la loi handicap? L'inclusion semble être encore un défi dans le milieu scolaire, notamment en ce qui concerne les besoins particuliers et les questions du personnel. Alors, on va en parler avec nos invités tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Camille Defoucauld. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de projet pour Vers le haut, c'est un think tank. Bruno Lefebvre, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes trésorier de l'UNAPI. Cette idée d'inclusion, on en parle évidemment beaucoup. Ça ressemble à un vague fantasme pour beaucoup aussi depuis 20 ans. Pourtant, le mot est repris dans tous les discours politiques, dans tous les films, avec le succès que l'on connaît de
un petit truc en plus à l'école avec la revalorisation des accompagnants, et on va en reparler bien entendu. Mais est-ce que c'est réellement la réalité sur le terrain, Bruno Lefebvre? La réalité... Il faut voir qu'effectivement, le ministère nous indique, par exemple, qu'il y a à peu près 500 000 enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements scolaires de droit commun. En réalité, ils peuvent être accueillis, mais il faut voir en fait le taux de scolarisation et le nombre d'heures surtout dont ils bénéficient. C'est-à-dire que nous, on avait fait une étude en 2024, puisqu'on a une opération tous les ans qui est J'ai pas école, ce qui, comme son nom l'indique, répond en partie à votre question, et où en fait on a quasiment plus de 50% des enfants en situation de handicap qui bénéficient au maximum que de 6 heures de scolarisation par semaine. Oui, donc le contrat n'est pas du tout rempli. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire un nombre d'enfants qui est accueilli en école. Après, il faut voir effectivement les conditions dans lesquelles ces enfants sont accueillis. On va bien sûr parler éducation et enfants, puisque c'est ce qui nous intéresse spécifiquement sur School TV. Mais un petit point général sur l'inclusion, s'il vous plaît, Camille Defoucauld. Quand on parle d'inclusion, et ça revient encore une fois dans toutes les bouches, et d'ailleurs tous les discours, tous les programmes de nos politiques, et pour autant, on le voit avec l'école, 6 heures seulement pour la plupart, de cours dispensés par semaine. Bon, certes, un énorme progrès pour ces fauteuils entièrement remboursés depuis peu, mais est-ce qu'on est face à une inclusion en France déterminée? Ce qui est vrai, c'est que quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que l'application de la loi qui fête ses 20 ans cette année suscite un fort mécontentement, en tout cas des frustrations et parfois beaucoup de colère. C'est une loi qui pourtant a une valeur juridique forte, qui est presque même une vraie révolution juridique, puisqu'elle pose cette idée d'inclusion. Avant, on disait les enfants qui ont une déficience ont le droit d'aller à l'école. Maintenant, depuis 2005, on dit tous les enfants doivent aller à l'école, dans leur secteur, une scolarisation ordinaire et continue. Donc sur le principe, c'est effectivement très fort, et c'est peut-être même trop fort. Ça a été assez peu anticipé, et en fait pas vraiment réaliste, pas assez progressif, ce qui fait qu'effectivement il y a énormément d'enfants porteurs de handicaps mentaux qui ne font pas leur rentrée. Il y a encore beaucoup d'enfants dont on questionne même la place à l'école. On est un peu au milieu du gué en France. On n'est pas allé au bout de cette idée d'inclusion de tous les enfants en scolarité ordinaire. Oui, parce que peut-être que la question que vous posez, finalement, qui est la principale, c'est de tous les enfants, parce que tous les handicaps, il n'y a pas un seul handicap, en fait. Au-delà de ça, tous les handicaps, tous les besoins éducatifs particuliers. La loi ne parle pas des enfants handicapés, elle parle de tous les enfants. Donc ça inclut les enfants qui viennent d'arriver sur le territoire français ou les enfants du voyage, les enfants sous main de justice, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont au potentiel intellectuel, et aussi, et peut-être surtout quand même, les enfants porteurs de handicap. Une réaction? Alors, la réaction, c'est que effectivement la loi, elle crée une révolution au moment finalement où elle a été votée et promulguée en 2005. Par ailleurs, effectivement, rien n'était préparé. Donc, notamment, si on veut de l'inclusion, ça signifie que certes, il faut que d'un côté, que ce soit les enfants, mais c'est vrai aussi pour des adultes d'ailleurs par rapport au milieu professionnel, soient préparés à aller dans ce milieu de droit commun, mais il faut aussi que ce milieu de droit commun, et c'est là en fait le plus difficile et où on n'était absolument pas préparé, qui est d'accueillir ces enfants, comme dit la loi, à besoins particuliers, puisque effectivement il y a toutes les catégories que vous avez citées. C'est-à-dire qu'il y a une impréparation, il y avait une impréparation totale, et on ne peut pas dire que l'on ait progressé beaucoup. Par exemple, si on prend la question de la formation des enseignants. Alors, si on parle effectivement inclusion, on parle à la fois de moyens, donc de manque de moyens clairement, de formation effectivement, de la problématique de la formation des accompagnants et aussi des enseignants, parce qu'ils doivent faire face aussi à une situation d'avoir un à une ESH avec eux et de tous les accompagnants pour l'école dont on dit qu'elle est ordinaire. Il y a aussi la reconnaissance de ce besoin. Encore une fois, je reviens, si on ne va pas vers ces besoins-là, c'est qu'il n'y a pas reconnaissance réellement de cette nécessité justement d'inclure tout le monde.
La reconnaissance, effectivement, est partielle. Déjà parce que parfois les besoins sont pas visibles. On dit que 80% des handicaps sont invisibles. Et aussi parce que, au-delà du manque de moyens, l'inclusion, elle fait émerger tous les problèmes auxquels l'école en général est confrontée. Au-delà de ça, il y a la question de la sensibilisation. Il faudrait idéalement créer une culture autour de l'inclusion des besoins particuliers au sein des équipes, entre enseignants, mais aussi entre enseignants et éducateurs, personnel de santé et avec les parents. Vous parlez de personnel de santé, c'est aussi la problématique de l'inclusion et du monde du handicap de manière générale. C'est-à-dire que en fait, ce sont deux secteurs, santé et éducation, qui se jouent et qui se renvoient aussi un peu la balle, non? Oui, complètement. Et dans les années 70, il y avait vraiment deux secteurs séparés. Les enfants étaient soit en institut, soit, et pour une minorité d'entre eux, à l'école. Là, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'enfants à l'école. On n'a pas du tout augmenté les effectifs en institut, ce qui s'explique. Mais du coup, parfois, la liste d'attente pour arriver en institut est très longue. Je crois que c'est entre 3 et 5 ans en France. Si on allait vraiment au bout de la réforme, on ferait comme en Italie, c'est-à-dire que effectivement tous les enfants vont à l'école, mais qu'il y a des binômes enseignants-éducateurs dans les classes, ou des enseignants qui ont été formés, qui assurent la coordination autour de ces enfants. Vous parlez de l'Italie, effectivement, par rapport aux pays européens. En Belgique, par exemple, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'enfants, la plupart sont dans des instituts spécialisés, médico-spécialisés. Un petit mot sur cette question, parce que pour tous ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément cette problématique de l'inclusion, il y a à la fois les enfants qui peuvent bénéficier d'une scolarité en milieu ordinaire, et puis après, il y a tous ces instituts spécialisés, et ils sont nombreux, qui permettent aussi une scolarité un peu différente. Alors, effectivement, parce que le handicap, c'est pas quelque chose d'homogène. Donc, et même si quand on parle d'handicap intellectuel ou mental, on a encore toute une gamme entre les handicaps qui sont liés en fait à un problème génétique de type trisomie 21, en passant par tous les enfants qui sont dans ce qu'on appelle le spectre des autistiques. Et là, on a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'on peut avoir en fait des hauts potentiels, si je prends un autiste, mais effectivement qui va avoir des difficultés de relations humaines, jusqu'à effectivement l'enfant autiste qui n'a même pas la parole, c'est-à-dire l'oralité, et qui ne peut pas exprimer, en tout cas oralement, ses besoins, ses désirs. Donc on a toute une gamme. Et effectivement, quand nous on parle de scolarisation, il faut qu'il y ait une scolarisation qui soit bien traitante pour tous, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit adaptée. Alors cette adaptation peut être en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans les écoles, mais elle peut nécessiter effectivement des instituts spécialisés en fonction effectivement du handicap et de la capacité de l'enfant à la fois à s'adapter dans une école et à la fois effectivement suivre des cours, etc. C'est-à-dire que sur l'école, il y a un autre problème qui se pose, j'ai envie de dire, on ne se pose pas beaucoup la question, c'est quel est l'objectif que l'on donne à l'inclusion, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut, indépendamment de l'apprentissage des savoirs comme les autres enfants, mais mettre l'accent sur la progression par rapport à la vie sociale, etc. Ou alors est-ce qu'effectivement pour nous l'inclusion, ça signifie qu'il faut que les enfants en situation de handicap apprennent en même temps que tous les autres Napoléon ou l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et je crois que ces objectifs-là, ils ne sont pas définis, ce qui complique énormément quand les enseignants ont des difficultés ou qu'on les trouve ambivalents, c'est qu'en fait, on ne leur donne pas d'objectifs clairs sur ce qu'on attend d'eux à l'écart de ces enfants. Camille Foucault. Oui, tout à fait. On ne leur donne pas d'objectifs clairs et on leur demande de tenir le debout, c'est-à-dire de faire preuve de bon sens, d'être profondément humain, de faire attention à l'enfant, à sa personnalité, peut-être même avant son handicap. Et en même temps, on demande aux enseignants d'être très techniques, d'avoir en fait de l'expérience, de se réinventer en continu. Et finalement, les enseignants sont assez seuls dans cette démarche. Pour revenir à la comparaison des pays européens, par rapport typiquement à ces deux pays, l'Italie et la Belgique, je voulais juste qu'on
comprenne bien la différence. Est-ce que c'est un choix culturel ou est-ce que c'est un choix de moyens? C'est-à-dire que le mettre des moyens davantage dans l'école dite ordinaire, soit mettre davantage de moyens dans les écoles dites spécialisées, parce que finalement, tout ce qui est fait, c'est-à-dire l'attractivité, l'infrastructure et tout ce qui est opérationnel, plus les accompagnants sont donc du coup formés pour, et donc c'est un choix finalement qui est fait par la Belgique pour ça. Pourquoi cette différence notable? Est-ce qu'on pouvait me répondre? C'est un choix qui a été fait en Belgique beaucoup sur la question des moyens. Il y a un budget énorme qui a été alloué aux établissements spécialisés, à tel point qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent la frontière belge pour être dans des instituts en Belgique, alors même qu'ils sont français. Mais c'est aussi fortement une question culturelle. Ça a été une influence des États-Unis, depuis les années 70 jusqu'en 90, la déclaration de Salamanque. C'est une culture, il faut vraiment comprendre l'esprit de la loi, il est très ancré culturellement vers la perception du handicap comme une spécificité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un glissement de langage, qu'on ne parle plus de déficience, qu'on essaye de démédicaliser tous les propos autour de ces élèves, qu'on essaye plus de parler de besoins particuliers, de spécificité, etc. Justement, spécificité et individualité, on va y venir, oui, je vous en prie. Juste pour rebondir sur la question médicale, c'est là où nous, en fait, on est quelque peu ambigu, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même encore que toutes les décisions concernant les enfants, alors qu'ils soient qu'on les oriente vers le milieu scolaire ordinaire ou qu'on les oriente vers le milieu spécialisé, derrière, en dernier ressort, on a une décision qui est une décision médicale, c'est-à-dire qu'il y a un médecin directeur quelque part qui va valider une orientation, c'est-à-dire qu'on a toujours cet aspect quand même fortement médicalisé en France que l'on ne va pas retrouver dans un pays, par exemple, comme l'Italie. Et puis après, c'est effectivement une question de moyens, où en Italie, on parlait des moyens, mais par exemple, un enseignant qui a 1 ou 2 enfants en situation de handicap dans sa classe va voir le nombre des élèves qu'il a en face de lui réduit. Alors que nous, il va se trouver toujours, si on est en maternelle avec 22 enfants, et peu importe qu'il y ait un enfant en situation de handicap ou pas, même chose en primaire, où le nombre d'élèves auxquels il aura affaire sera exactement le même qu'il y ait des enfants handicapés ou pas. Oui, et complexité supplémentaire, l'enseignant est confronté au secret médical, donc parfois il n'a pas accès à la nomination du handicap de l'élève en face de lui. Mais donc ça veut dire que la personne qui l'accompagne, en l'occurrence la ESH, elle, parce que c'est souvent elle, est au courant de la situation. Donc c'est elle qui va devoir gérer, mais au détriment, si je peux me permettre ce terme-là, de l'enseignant qui ne pourra pas du tout œuvrer en ce sens. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un fort besoin de coordination entre AESH et enseignants, secret médical ou pas. Et ce n'est pas toujours le cas. Les AESH ont des conditions de travail qui sont extrêmement précaires et c'est pour ça d'ailleurs qu'on manque énormément d'AESH. Et la question de l'AESH, elle est tout à fait symptomatique du problème de de l'équilibre qu'on cherche à trouver en France entre compensation et accessibilité. C'est-à-dire que les familles voient comme un recours absolu le fait d'avoir, elles disent d'ailleurs avoir une AESH pour leur enfant, considérant que c'est la solution. Or, les AESH aident beaucoup les enfants, mais parfois, elles ne font pas tout. Elles facilitent trop le travail. En réalité, l'esprit de la loi de 2005 et ce qu'on souhaiterait, ce qui paraîtrait assez évident, même si c'est très difficile à mettre en place, c'est de réorganiser au-delà de cette aide humaine, avec beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de moyens, et que toute la classe se mette, qu'on crée un collectif autour de l'enfant. Par exemple, un enfant qui est malentendant va certes apprendre la langue des signes, mais la classe autour de lui va l'apprendre aussi pour l'inclure aussi socialement. Et oui, c'est ça le principe de l'inclusion dans les deux sens, évidemment. On parlait des AESH, il y a quand même une augmentation des postes d'AESH dans le budget dernièrement, assez important. Alors, on reprend les chiffres. Vous avez dit 500 000. Moi, je n'avais pas 500 000 enfants en situation de handicap en France. J'avais 440 000, mais je ne sais pas si c'est le mauvais chiffre ou pas. Les derniers chiffres qui étaient sortis par l'école inclusive, je crois que c'est effectivement, j'ai donné 500 000 moi pour arrondir. En globalité. On est, je crois que le chiffre officiel doit être aux alentours de 434 000 ou 400. Voilà, c'est ça, 434 000. 2022. J'ai à peu près 120 à 130 000 AESH dans le dernier recensement. Donc, ça veut dire que
il en manque cruellement, puisqu'a priori, il devrait y en avoir un pour chaque enfant. Donc, en tout cas, au minimum, voilà, un pour deux. Là, on est vraiment dans un manque très important, sachant que vous avez parlé des conditions de travail qui sont très difficiles, des salaires qui ne vont toujours pas, avec toujours ces discussions, et on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, du nombre d'horaires posés pour le salaire effectué. Comment est-ce que on sent une amélioration quand même sur ce point de vue-là, une prise en compte de ce métier qui est si important pour l'inclusion? Alors, on a des améliorations, mais j'ai envie de dire la reconnaissance, quand on a... Enfin, elles ont une utilité, puisque je dis elles, puisqu'effectivement ce sont essentiellement des femmes, elles ont une utilité sociale qu'on ne peut pas leur nier, et pour autant on les met dans des conditions de travail qui sont quand même, effectivement, avec des CDD, avec un niveau de rémunération qui est quand même faible. Hein, il est plutôt dans le bas de la grille quand on prend la fonction publique. Mais c'est même plus faible à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Alors, quand je dis faible, c'est qu'en plus, effectivement, généralement, c'est du temps partiel. Donc ça veut dire que, effectivement, la rémunération est d'autant plus basse qu'elles ne font pas un 100% en termes de temps de travail. Donc c'est effectivement très, très difficile pour elles. 1 000 € en moyenne, quoi. Donc voilà, mais après, c'est effectivement comment tout ce travail se fait avec l'équipe pédagogique dans l'école, avec également les autres intervenants auprès de l'enfant, puisqu'il peut y avoir d'autres intervenants relevant là plus du secteur médico-social auprès de l'enfant, alors que ce soit du paramédical ou que ce soit de l'éducatif d'ailleurs. Et c'est la coordination de tout ça autour de l'enfant qui doit se faire. Et puis il y a un autre manque, je pense, qui est dans la formation également des professeurs des écoles, c'est que on peut leur apprendre à faire comprendre le handicap, etc. Mais quand vous êtes face à une classe, c'est comment on crée une dynamique de groupe dans cette classe. Et pour le coup, un travail important, c'est comment on intègre cet enfant en situation de handicap dans la dynamique de classe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enfant en situation de handicap soit dans un coin de la classe avec son AESH, où il va s'évertuer à faire, comme les autres, l'exercice de calcul qu'on va lui demander, mais qui finalement ne va pas être inclus dans cette dynamique. Et pourtant, c'est ça qui est important aussi, c'est cette inclusion dans la dynamique de classe. Bruno Lefebvre, dans une société où on parle de groupes de besoins, groupes de niveau, on les appelle comme on veut, est-ce que vraiment on peut imaginer une inclusion totale alors qu'on est déjà en train de se faire des groupes entre les plus forts et les moins forts? Ça, c'est après, effectivement, en termes d'organisation, ça peut signifier aussi que, alors les groupes de niveau, on n'en parlerai pas ici parce que c'est peut-être pas le sujet principal, mais effectivement, en tant qu'enseignant, je peux avoir des idées dessus. Mais je pense que on est quand même avec... Enfin, j'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est pas simplement un niveau en termes de est-ce que je sais lire, comment je sais déchiffrer, etc. Quand je dis inclure dans une dynamique de classe, c'est que l'enfant, s'il y a des travaux collectifs, il puisse participer comme les autres à ces travaux collectifs, qu'il puisse effectivement interrompre, poser des questions, etc. J'entends parfaitement, vous entendez bien, vous l'imaginez, mais c'est juste que, est-ce que c'est la réalité aujourd'hui de la société qui est proposée et de ce que propose finalement, de ce que dégage le ministère de l'Éducation aujourd'hui, la volonté d'éduquer nos enfants? Parce que, encore une fois, quand je parle de groupes de besoins ou de tous ces modes éducatifs, est-ce qu'on est dans une volonté d'unir et d'être collectif? Voilà, la réaction. Camille Desfoucauld. Non, et je pense qu'on peut dire quand même que c'est regrettable qu'on ait axé les dernières décisions de politique éducative sur les groupes de niveau, au lieu justement de donner une dimension plus pragmatique à l'école inclusive, et au lieu d'insuffler un esprit dans les établissements. C'est le rôle, par exemple, des chefs d'établissement de sensibiliser les enseignants. Il y a de nombreux outils qui existent depuis 2005, des livrets, des parcours qui se veulent axer sur la personnalisation, qui sont numériques, qui visent à partager des ressources. Pour autant, ils sont un peu restés lettres mortes parce qu'en salle des profs, on ne prend pas le temps d'expliquer à quoi ils servent. Et ça, au-delà, ça pourrait prendre place dans le cadre des groupes de niveau ou de besoin. Mais c'est dommage que... encore une fois, il y a un tel fossé entre le principe et la réalisation de cette loi. Juste... 30 secondes. Oui.
C'est pour aussi dire que j'ai envie de dire, la question de l'école et de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans une classe, ça ne fait que mettre en fait, comme souvent quand on traite du handicap, une grosse loupe sur des problèmes qui existent généralement dans l'école ou dans le milieu du travail en global. Sauf que là, effectivement, parce qu'on a une personne qu'on peut repérer particulièrement avec des besoins particuliers, ça met une focale sur le problème. Et je pense que si on travaillait beaucoup plus sur l'inclusion des enfants en situation de handicap, on pourrait aussi résoudre beaucoup de problèmes avec des enfants qui vont rencontrer d'autres handicaps parce que origine sociale, etc. La langue, et qui éprouvent, voilà. Et autres. Et je pense que là, c'est très important. Merci à vous deux, Camille Defoucauld, Bruno Lefebvre. Merci beaucoup, d'être venus sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Louis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes entre autres l'auteur de ce manga, Red Flower. Alors, j'ai 2 tomes qui viennent de sortir par chez Glénat. Ce manga absolument génial, basé sur les contes à la fois d'Afrique de l'Ouest, et on va en parler bien sûr, puisque vous avez habité, il me semble, jusqu'à vos 21 ans au Ghana, c'est ça? La grande partie de mon enfance, ouais, jusqu'à mes 20 ans. Marc, en même temps, votre enfance, vous n'êtes pas si vieux que ça. Hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça va, c'était il y a 10 ans quand même, le temps passe. Ah oui, quand même. Et bien sûr, les mangas dont on connaît maintenant, d'origine plutôt japonaise. Donc vous explorez des sujets. C'est vrai qu'avec les mangas, on a l'habitude maintenant, ça fait quand même un carton en France et bien sûr ailleurs. Vous explorez des sujets, on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément traités dans les mangas. Beaucoup de sujets sur la vie finalement, le pourquoi, beaucoup de sujets philosophiques. On va en parler, notamment le passage à l'âge adulte. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, j'espère ne m'être pas trompée. Et vous posez cette question. Ce sont nos actions ou leurs conséquences qui font de nous des adultes. Est-ce que vous avez trouvé la réponse?
Pas encore, c'est le but de cette série qui est prévue en 5 tomes. D'ici la fin de l'histoire, mon héros Kelly va devoir devenir un homme, il va devoir prendre des décisions, trouver sa place dans la société et peut-être pouvoir nous dire qu'est-ce que c'est que devenir un adulte, devenir un homme. J'espère trouver la réponse en même temps que mes lecteurs. Oui, alors voilà, c'est ça la réponse. En tout cas, ce qui est intéressant, on le sait bien, c'est le chemin parcouru, c'est le fameux parcours. Et c'est ce parcours initiatique qu'entreprend Kelly, qu'on ressent dès le départ. Comment vous avez fait pour à la fois puiser effectivement dans votre propre parcours, j'imagine qu'il y a une part d'autobiographie, et pouvoir énoncer quelque chose d'assez universel finalement à travers le parcours de Kelly? Je pense qu'on raconte toujours mieux ce qu'on a vécu. Donc forcément, je m'inspire de ma vie, des gens que j'ai connus, de mon enfance en Afrique, de la musicalité, des récits de mes grands-parents. Ça va être le fond. Et puis après, c'est une histoire universelle parce qu'on est tous devenus des adultes à un moment ou à un autre. Et donc, je pense que c'est un récit qui va résonner avec tout le monde au niveau de ce que le héros va vivre, ses frustrations, le fait qu'il va se contredire avec son père, faire face à l'autorité et devoir prendre ses propres décisions. Vous pensez qu'on est tous devenus vraiment adultes? C'est quoi devenir adulte finalement? C'est être responsable? C'est quoi? C'est ça, c'est assumer les conséquences de ses choix, c'est savoir l'impact qu'on va avoir sur les autres, parce que le héros, il pratique les arts martiaux, il adore ça, c'est tout ce qu'il veut faire de sa vie, mais il se rend compte que dans son obsession, peut-être qu'il va faire mal aux gens autour de lui, peut-être qu'il devrait faire plus attention à ses amis, à leurs ressentis, aux volontés de sa tribu, à ses responsabilités. Ça va être tout ça, sa quête initiatique, c'est de trouver une réponse à cette question. Vous parlez d'arts martiaux, alors ça on l'attribue un peu bêtement, mais c'est vrai plutôt à l'Asie, au Japon, au côté japonisant des mangas, encore une fois je le répète, et puis aussi le chamanisme, le vaudou et puis d'autres rites, bien sûr, extrêmement ancestraux, familiaux, qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest. De quel côté y a-t-il la part de fond et de forme? Ou alors est-ce que c'est un doux mélange? Des deux, j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux quand j'étais gosse, c'était ce côté spirituel justement qui m'attirait, la pratique du sport, la maîtrise de soi, de son corps, de son esprit qui nous vient du judo, du karaté, mais on a beaucoup d'arts martiaux en Afrique, au Sénégal, le dambé, et donc je vais mélanger tout ça pour créer cet univers qui m'est propre à moi. Et donc on va pouvoir explorer les thèmes justement à travers cet art martial. Le dambé, c'est peut-être un peu moins connu. Comment on pourrait le définir? Le dambé, c'est une espèce de boxe, une boxe sénégalaise ou nigérienne où on va se bander les mains et ça ressemble à ses propres codes, sa propre pratique. On parlait évidemment de ces passages, de ces rituels, de la connaissance finalement de la vie qu'on tente peut-être une fois dans sa vie finalement d'apprendre, d'intégrer complètement. La philosophie, cette philosophie, on la ressent beaucoup, la philosophie peut-être pacifique d'un peuple d'un côté, je sais pas, qui a ressenti côté familial, ancestral. Ouais, on a une culture qui est très différente. On va avoir un respect pour la nature, on va avoir beaucoup d'importance à la spiritualité, à la voix des ancêtres, on va écouter ce que disent nos grands-parents. Donc tout ça me vient de mon vécu en Afrique. Les paroles de ma grand-mère étaient très importantes pour moi. Et, comment s'appelait-elle votre grand-mère? Ma grand-mère, on l'appelait grandma. Grandma, on appelle toutes nos tantes, nos oncles, sont pas forcément nos vraies tantes et nos vrais oncles, mais on les appelle tous comme ça parce qu'au final, le village entier est une grande famille et donc c'est un peu l'ambiance que j'aimerais retranscrire, que j'ai retranscrit dans Red Flower. Et elle vous racontait justement les histoires de famille, les histoires de village. Qu'est-ce qu'elle vous enseignait? Les histoires de famille, les histoires traditionnelles, le folklore, c'est comme les fables de La Fontaine, mais version ouest africaine en fait. Donc on a nos propres contes, nos propres mythes, nos propres légendes dont je vais puiser, dont je vais m'inspirer pour raconter ce récit et faire jouer des personnages qui ne sont pas tout le temps que les miens. Anansi l'araignée, c'est un petit peu le renard dans les fables pour ceux qui connaissent. Et bien chez moi c'est une araignée, c'est un sorcier vaudou qui va manigancer les choses. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il va jouer dans cette histoire et on va pouvoir suivre ses aventures auprès du personnage. Les légendes dont vous parlez, le mythe, peut-être sans déflorer, mais peut-être une légende assez forte qu'on retrouve beaucoup dans Red Flower. Je me rappelle, donc paru aux éditions Glénat. Vous savez que le manga, ça se lit dans l'autre sens. Pour les habitués. On a des légendes telles que la naissance du baobab. D'où vient le baobab, cet arbre qui a l'air d'être à l'envers. Et il y a des légendes qui racontent que c'est Dieu qui l'a planté à l'envers un jour pour éviter qu'il s'échappe tout seul parce que baobab n'arrêtait pas de s'enfuir. Moi, c'est le genre de légendes qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse, ce genre d'image en fait au fond de la savane, parce que j'ai vécu la savane, j'ai vécu la jungle, mais j'ai aussi vécu Accra, la capitale du Ghana, un petit peu plus la modernité. Et donc mon récit va puiser dans les deux. On a des éléments de tradition, de contes, de légendes, mais on a aussi un récit plus moderne avec le choc des cultures. On va avoir le passage à l'âge adulte, la masculinité, etc. Alors effectivement, on parlait beaucoup, donc il y a 2 tomes, je le rappelle ici. Voilà, donc on peut peut-être dire un petit mot de chaque tome, même si on a peu de temps, mais on voit effectivement ce rituel de
Alors j'ai noté Cataphalie, je ne me suis pas trompée, voilà. Afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Peut-être dire un petit mot sur le Cataphalie. Le Cataphalie, c'est le kata, ça vient du karaté. Ouais. Et Fali, dans la langue traditionnelle du Ghana, ça veut dire la paix. Et donc c'est la philosophie principale de mon peuple. Les mouvements de la paix, c'est comme ça qu'ils abordent le monde. En fait, ils prêchent que les mouvements devraient promouvoir l'harmonie. Sauf que notre héros, en étant trop bagarreur, il est un peu en contradiction avec cette philosophie. Et c'est là un petit peu l'élément déclencheur de l'histoire. D'accord, donc on ne résout rien avec la violence. Voilà, c'est un petit peu le thème, mais le thème que je creuse, c'est à quoi nous sert la violence? Est-ce qu'elle est justifiable un jour pour se défendre soi-même, pour défendre nos proches, nos chers, pour défendre une idée, une idéologie, notre tribu? Est-ce qu'on a droit à la violence pour se protéger? C'est le genre de questions qu'on va creuser, mais je ne peux pas trop en dévoiler. Pas trop en dévoiler, mais forcément ça fait écho à l'actualité. Alors peut-être aujourd'hui plus que jamais, mais bien entendu malheureusement avant aussi. Est-ce que lorsque vous présentez aussi le manga, est-ce que d'autres personnes vous en parlent, vous disent ça forcément ça résonne avec ce qui se passe, peut-être avec les envolées de certains hommes politiques dans le monde? Je pense que oui, parce que c'est des récits qui sont encore plus d'actualité. Moi je suis issu de métissage, donc sur deux cultures différentes. Je vais parler de choc des cultures, je vais parler d'immigration avec des peuples qui bougent pour des raisons ou d'autres, et des gens qui refusent d'accepter l'étranger en face de soi. C'est des thèmes que je veux creuser. Surtout dans le tome 2. Ouais, surtout dans le tome 2. La peur de l'autre, voilà. Ça revient beaucoup. La peur de l'autre, et aussi le fait que la peur mène à la colère mène à la violence, et puis c'est un cercle vicieux en fait qui fait qu'on ne peut plus s'entendre au final. Donc c'est vraiment des thèmes qui deviennent de plus en plus d'actualité ces temps-ci. Avec Kelly qui vient en aide à l'étrangère avec un bras bionique. C'est ça. C'était l'idée de tendre la main, quoi. Je voulais montrer que des deux côtés, en fait, il y a de la bonne volonté, mais que souvent des éléments perturbateurs qui vont faire en sorte qu'on ne puisse pas s'entendre. Et après, voilà, la suite, on la verra dans le tome 3. Oui, j'ai hâte. Qu'on ne puisse pas s'entendre aussi parce qu'il y a une barrière de la langue qui peut faussement paraître comme une barrière. C'est ça. J'ai grandi avec un père sociolinguiste, et donc j'aime beaucoup la langue et la façon dont le langage va façonner notre façon d'interpréter le monde. Et donc, en fonction des mots qu'on utilise, on peut être mal compris, on peut être mal interprété. Et donc, le choix des mots, le choix des mouvements, du coup, est très important quand on communique nos intentions à l'autre. Et c'est pour ça que le Cataphalie se sert juste des gestes. Il n'y a plus de langage, on peut traverser les barrières de langage. C'est ce que je voulais développer avec cette idée. Peut-être développer ça aussi et les présenter dans les écoles, parce que quand on parle de sociolinguisme, alors peut-être ça c'était effectivement le métier de votre papa, mais peut-être reparler à travers ces mangas effectivement de l'importance des mots. Forcément, pour moi la littérature va servir à transmettre ce genre de morale. Et je pense que c'est important de développer ces thèmes-là. Donc, dans les écoles, on peut parler justement de médiation, de l'importance des mots, du poids des intentions. J'espère que tous ces thèmes-là vont être développés à travers mon travail. Vous avez dit 5 tomes à venir, donc il en reste 3 a priori. J'imagine qu'ils sont déjà en préécriture, si ce n'est écrit. Peut-être pas tout dévoiler, mais peut-être des mots forts, des thématiques. Des thématiques... la confrontation entre la jeunesse et la tradition. Ça, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, parce que Kelly, dans le tome 3, si je peux me permettre un petit teaser, va se confronter à la volonté de son père et aux enseignements de ses anciens, de ses aînés. Et donc là, c'est la jeunesse fougueuse qui a envie de s'affirmer, qui cherche sa place dans le monde et qui va devoir faire des choix, versus la tradition des plus anciens qui, eux, vont... prêcher la prudence et donc voir lequel des deux a raison, est-ce qu'on a des choses à se reprocher ou pas. Est-ce que vous allez jouer aussi la confrontation des générations? Oui, beaucoup. Il y a le personnage de la grand-mère qui est inspiré par ma propre grand-mère, qui contient toute la sagesse des contes et du village. En fait, c'est elle qui raconte des histoires. Des fois, on a l'impression qu'elle radote un peu, mais dans le fond, il y a vraiment la sagesse ancestrale des histoires. Mais c'est la sagesse de l'âme ou de l'âge? Parce que c'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce que du vécu. Voilà, nos aînés sont-ils plus sages? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. C'est ça la question, parce que des fois oui, et des fois les anciens, par tradition, ne veulent pas bouger et donc vont finir dans une espèce de rhétorique un peu stérile, et c'est là où on va tomber dans le dogme en fait. Et est-ce que le dogme doit être dégagé à tout prix pour donner place à la jeunesse? Bref, tout ça, c'est des thèmes qui m'intéressent vraiment beaucoup. Bien, on a hâte. Merci beaucoup, Louis, d'être venu sur le plateau du Grand JT nous parler de Red Flower. Juste un petit... Pourquoi ce titre, Red Flower? Red Flower, pour le bissap, pour ceux qui connaissent, le jus qu'on boit à base de fleurs d'hibiscus, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Donc Red Flower, c'est tout mon univers. Dans Red Flower, il est question de fleurs magiques.
nostalgique. Et donc j'invite mes lecteurs à aller voir pourquoi j'ai nommé la série Red Flower. Red Flower, c'est top, c'est chez Glénat, bravo. En plus, il y avait effectivement toute une série, je crois, pendant 3 ans. Vous avez pas mal écrit aussi avant. C'était des mini-histoires, c'est ça? J'avais commencé en auto-édition, en effet, et aujourd'hui, c'est concrétisé avec la grosse histoire principale en 5 tomes. Voilà, mais enfin bon, on se doute bien qu'il y aura peut-être 2-3 échappées. Ça marche bien, pourquoi pas. Ça marche bien, pourquoi pas. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. On va retrouver Charlotte pour sa chronique. Merci. On va parler téléphone à l'école, Charlotte, avec vous, et ça se passe au Danemark. Le gouvernement a clairement dit non. Il a annoncé mardi dernier vouloir supprimer les téléphones portables en milieu scolaire via une nouvelle loi. Et oui, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation danois Mathias Tesfaye suite aux recommandations d'une commission sur le bien-être des jeunes présentée le même jour via un rapport de 148 pages, rendez-vous compte. Alors c'est forcément une décision qui a fait évidemment beaucoup parler dans le pays puisque jusqu'alors, le gouvernement danois refusait de légiférer sur cette question épineuse de la place des smartphones et des tablettes à l'école. Les établissements scolaires avaient pour consigne de ne pas les autoriser, mais la coalition au pouvoir refusait simplement d'imposer une loi sur le sujet et pour cause. Au Danemark, 88% des établissements scolaires mettent en œuvre leurs propres règles pour réduire les distractions et améliorer la concentration des enfants. Certaines écoles optent pour des interdictions totales. D'autres collectent les téléphones en début de journée pour réduire les perturbations en classe. Mais en tout cas, la politique en matière de téléphone à l'école a complètement été décentralisée au Danemark. Alors c'est assez étonnant, Charlotte, parce qu'on sait que le Danemark est un pays qui est connu pour son adoption assez précoce des outils numériques dans l'éducation. Et oui, et c'est assez contradictoire même parce que, vous le dites, c'est un pays qui est plutôt assez avant-gardiste sur le sujet et qui reconnaît l'importance de la culture numérique. D'ailleurs, de nombreuses écoles intègrent l'utilisation contrôlée, évidemment, des smartphones dans les activités éducatives, mais aussi la promotion d'une utilisation équilibrée de la technologie, une approche qui a pour objectif d'aider les élèves à développer la maîtrise de ces outils numériques, tout en apprenant évidemment l'importance de la modération. Alors concrètement, comment ça va se passer si cette loi est mise en place? Pour le moment, les modalités ne sont pas vraiment arrêtées, mais le ministre a été très clair. Les téléphones portables et les tablettes personnelles n'ont pas leur place à l'école, ni pendant les pauses, ni pendant les cours. Donc autrement dit, tout ce qui est smartphone, tablette, montre connectée serait tout bonnement interdit dans tous les établissements scolaires pouvant accueillir des élèves jusqu'à 17 ans. Y compris pendant les pauses. L'interdiction vaudrait aussi pour les garderies et les centres périscolaires fréquentés par les enfants avant et après les cours, notamment l'après-midi. En plus des écoles et des collèges sans portable, la commission du bien-être conseille de repousser l'utilisation des smartphones à 13 ans, alors qu'au Danemark, 94% des jeunes ont un profil sur les réseaux sociaux avant cet âge de 13 ans. Une recommandation évidemment saluée par l'ONG Save the Children, pour qui c'est une très bonne idée pour retarder l'achat de ce fameux premier smartphone. Alors le Danemark n'est pas le seul pays à faire machine arrière. On remarque que partout en Europe, l'utilisation des smartphones à l'école est de plus en plus remise en question. Oui, on est finalement arrivé sur l'ère du moins numérique, si on peut dire, à mesure qu'on apprend et qu'on comprend l'impact aussi des smartphones et des réseaux sociaux sur les enfants. Les appels à leur interdiction se multiplient. Par exemple, en 2024, l'UNESCO a plaidé en faveur de l'interdiction totale après qu'un rapport a montré que le temps d'écran excessif avait un impact négatif sur le bien-être et les résultats scolaires des enfants. D'ailleurs, selon l'UNESCO, environ 250 pays dans le monde ont interdit les téléphones portables dans les écoles. Est-ce qu'on a des exemples concrets en Europe ? Alors oui, déjà à commencer par la Grèce qui a mis en place une interdiction complète de l'utilisation d'objets connectés dans les salles de classe pendant les cours. Donc ça concerne les téléphones portables, les tablettes et les montres connectées. C'était en septembre 2024. En Norvège, plus de 960 écoles primaires et secondaires ont mis en place des restrictions strictement réglementées sur l'utilisation des téléphones pendant les heures de cours, y compris pendant les pauses. Ça, c'était cette année. Aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais a mis en œuvre l'interdiction de téléphone dans les écoles en janvier dernier déjà. Mais les écoles ont la possibilité de s'adapter. Par exemple, certaines ont établi des règles strictes avec des zones sans téléphone. Dans d'autres écoles, les téléphones doivent être éteints
et rangés dans les sacs pendant toute la journée, y compris pendant les pauses, et ça c'est important. Et d'autres enfin autorisent une utilisation plutôt limitée, cette fois pendant la récréation ou dans les zones spécifiques comme la cafétéria. L'essentiel, vous l'aurez compris, que pendant les cours, le téléphone reste hors de portée. En Autriche, on est sur le modèle danois. Les écoles disposent d'une pleine autonomie sur la réglementation. En revanche, cette fois-ci, on y ajoute la participation des professeurs, des parents et des élèves. En Finlande, enfin, le débat est en cours, même si plusieurs grandes villes ont déjà mis en place des interdictions pour notamment la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministère de l'Éducation finlandais élabore en ce moment même une législation pour imposer ces restrictions. Mais vous le savez, la question de savoir s'il faut mettre en œuvre une interdiction totale ou plutôt donner un petit peu plus d'autorité aux professeurs reste très controversée. Et nous, dans tout cela ? Eh bien, nous, dans tout cela, en France, la France est pionnière, figurez-vous, en la matière, puisqu'en juillet 2018, la France a été le premier pays à interdire les téléphones portables à l'école, au même titre que les tablettes et les montres connectées. Bon, vous le savez, pour les parents peut-être qui nous regardaient, malgré les directives strictes limitant l'usage du téléphone dans les écoles, il n'existe pas d'interdiction obligatoire, seulement des directives provisoires. Mais on va quand même noter que la France teste ce qu'on appelle une pause numérique auprès de 50 000 élèves dans 180 collèges qui les obligent à rendre leur téléphone ou à utiliser des petites pochettes pour les téléphones. Merci beaucoup Charlotte. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Le lancement de cette cité éducative, c'était pour vous une évidence ? Alors, effectivement, c'est une évidence parce que ça crée une synergie qu'on essaie de mettre en place entre tous les acteurs du monde éducatif. Mais on parle de l'école, bien sûr, mais on parle aussi des à côté. C'est-à-dire que la cité éducative... Vous avez le plan éducatif de territoire qui accompagne les enfants de la première section, enfin de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Ensuite, vous avez d'autres dispositifs au collège et d'autres dispositifs au lycée. La cité éducative, elle accompagne les enfants de 0 à 25 ans et sur le scolaire, l'extrascolaire, le périscolaire et au-delà. C'est-à-dire qu'on a après, bien sûr, des partenaires comme l'émission locale, Alliance Prévention, qui est le club de prévention. On a en mairie notre point information de jeunesse, notre service jeunesse qui n'existait pas à Sévigny. On a créé un vrai service jeunesse de vraies compétences pour accompagner les jeunes dans l'accès au droit, l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès au travail aussi. Et donc, voilà. C'est une application, on va peut-être le voir à l'écran, qui permet de récompenser les utilisateurs quand ils marchent. Plus je marche, en gros, plus je reçois des watts que je peux convertir directement en argent. Je peux aussi donner, je crois, à des associations, à recevoir des cadeaux même. Et en fait, on commence très vite à être addict. Et vous avez monté cette boîte-là en 2019. C'est ça. Plus on marche, plus on ressent évidemment les bienfaits de l'activité physique sur notre santé, notre esprit, l'environnement aussi. Et depuis 2019... c'est un carton plein. Racontez-nous. Tout à fait. Donc l'idée, comme vous le disiez sur le problème de sédentarité, c'est qu'elle est venue de nous le jour où on s'est aperçu avec mon associé qu'on était devenu complètement sédentaire. C'est-à-dire qu'on est dans des modes de vie où on se levait le matin, on est tous les deux ingénieurs, on se met devant notre ordi, on commandait nos courses ou nos repas, on prenait nos Uber pour se déplacer. Et en fait, le jour où on s'aperçoit que même nous, la sédentarité nous touche, la sédentarité qui est un gros mot, on en parle, l'OMS nous en parle, etc. Et quand on s'aperçoit que ça nous arrive à nous-mêmes, on se dit, OK, on est dans une société où il y a un problème, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Et c'est de là où est né WeWard, et du coup, l'idée de se dire, on va récompenser les gens, petit à petit, même des petites récompenses, on va les récompenser, les féliciter tous les jours pour faire de l'activité douce et pour aller marcher. Donc c'est comme ça qu'on a créé WeWard, et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans, on a plus de 20 millions d'utilisateurs, et en fait, on s'est aperçu que la marche, ça avait un vrai impact sur les gens, et qu'au-delà de la récompense monétaire, comme vous l'expliquiez, l'idée, c'est que le bienfait il soit sur la santé physique et la santé mentale des utilisateurs. On va juste commencer, parce que celles et ceux qui s'intéressent à la pédagogie auront forcément tiqué en entendant votre nom de famille. Vous êtes le fils d'Antoine de la Garandrie, le père de la théorie pédagogique de la gestion mentale. Et il y a un point que vous évacuez à un moment donné dans le bouquin, mais je veux bien qu'on commence par là et qu'on l'évacue dès maintenant. Contrairement à ce qu'on peut dire, il n'y a pas de méthode la Garandrie. Le père n'a surtout pas fait de méthode. Surtout pas, parce que ça enfermerait l'enseignement dans des schémas, dans des modèles.
Et mon père était tellement soucieux de la liberté de l'enseignant comme de la liberté de l'élève qu'il aurait été pour lui insupportable d'imaginer qu'on puisse appliquer un modèle d'enseignement, une méthode pédagogique. Et j'ai envie de dire que chaque enseignant met en pratique des méthodes personnelles, particulières, et il faut respecter cette liberté-là. Et en bon fils, vous réfutez dans le livre la possibilité de constituer, je vous cite, une doctrine pédagogique cohérente. Ça n'existe pas. Oui, alors il faut dire une chose, puisque vous dites avec raison, et merci pour la belle présentation que vous avez faite, qu'il y a dans cet ouvrage une inspiration philosophique, et notamment, vous avez sans doute remarqué que Montaigne et Pascal sont cités souvent, et j'aime beaucoup l'écriture fragmentaire de ces auteurs-là. Blaise Pascal, justement, écrit de façon discontinue pour bien dire qu'il n'y a pas une pensée cohérente, terminée, achevée. Alors de la même façon, on ne peut pas dire, voilà, il y aurait eu un modèle pédagogique, une référence ultime, achevée. L'enseignant est toujours en train de se faire et de se construire. Je me permets juste une dernière incise philosophique. En fait, avec raison, vous dites, oui, il y a 18 lettres, plus une 19e, ou le fragment d'une 19e, ça reproduit le modèle des provinciales de Blaise Pascal, en fait, où il y a 18 lettres, plus ce fragment d'une 19e, et j'ai réutilisé les mêmes dates, pas l'année, hein, mais les mêmes dates dans l'année. Les mêmes dates dans l'année que Blaise Pascal. Voilà, c'est un clin d'œil. Sur la problématique du harcèlement qui vous tient à cœur, je le sais, tout particulièrement, vous m'avez confié, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai qu'il est dur de rentrer chez soi et de se dire qu'on a appris telle situation, tel cas dans tel établissement. Et surtout, moi, en tant que maire, qu'est-ce que je peux faire, effectivement, pour que tel ou tel drame n'arrive pas ? Exactement. On le voit, hein, c'est la reportabilité. Les médias adorent... montrer et de plus en plus d'ailleurs, et donc on a l'impression que ces faits augmentent, et effectivement la société est de plus en plus violente et à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est pas qu'à l'école, c'est aussi au sein du foyer, entre nous. Il y a juste à voir quand on conduit, je ne sais pas si le déconfinement a fait qu'on est devenus des fous du volant, mais les gens sont de plus en plus agressifs, et là-dessus on se dit il ne faut pas que ça touche les enfants, et inversement, parce que c'est la violence entre les enfants, et donc on se demande comment on sensibilise d'abord les enfants, parce qu'on ne parle pas tout de suite de police et de justice, mais comment on sensibilise les enfants. Et il y a eu une action, et c'est pour ça que je vous ai dit que je souhaitais rendre hommage à la directrice, à la directrice de l'école élémentaire Kennedy, qui est très moteur sur ces dispositifs, et qui dans le cadre de la journée de lutte contre le harcèlement, a mis à tous les niveaux, donc du CP jusqu'au CM2. Alors effectivement, on ne parle pas de harcèlement à un CP comme on parle de harcèlement à un CM2. Et j'ai suivi c'est la mise en place de ce dispositif, pas toute la journée, mais dans toutes les classes. Alors au CP, on leur raconte quoi du coup En CP, on leur raconte une histoire. Hein, c'est un petit garçon qui devient un renard, qui devient un lion, et quand le jeune harcelé, en parle aux adultes, se libère, le lion redevient petit garçon, voilà, et n'est plus le harceleur. En CM2, on leur fait poser des mots, des mots aux mots, et c'est vrai que quand on a un gamin de CM2 qui vous parle de suicide, on se dit, il a 10 ans. Et il vous parle de suicide. On se dit, il y a un souci. Il y a un souci, il y a quelque chose à faire. Donc, on a fait de la lutte du harcèlement une thématique qui ressort à chaque fois. L'Organisation mondiale de la santé, vous l'évoquez, nous met en garde. L'inactivité figure parmi les 10 premiers facteurs de risque de mortalité, entraînant plus de 3 millions de victimes chaque année. C'est énorme. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, qu'on vit, tous les facteurs d'obésité, tous ces sujets-là qui sont graves et qui arrivent. Et donc la marche permet de résoudre ces problèmes-là en anticipation. En fait, on a beaucoup de nos utilisateurs qui nous disent en fait, je suis en surpoids ou je suis en dépression, j'ai plein de problèmes de santé physique ou mentale. Et en fait, ils nous disent, je veux me remettre au sport parce que je sais que c'est un moyen pour moi de m'en sortir. Mais sauf que l'étape de remise au sport, elle est compliquée parce que quand on est en surpoids, d'aller faire du sport, 1 heure de sport tous les jours,
c'est vraiment compliqué d'y arriver. Et du coup, c'est grâce à WeWard que beaucoup ont réussi à avancer dans leurs problèmes et à résoudre leurs problèmes de santé grâce à la marche où petit à petit, on se motive à marcher. Ok, on va marcher 10 minutes, on va marcher 15 minutes. Et puis, on est pris au jeu, on est pris au fait de la gamification des récompenses qu'on met dans l'application. Bien sûr. Et du coup, petit à petit, ils vont marcher de plus en plus et arriver idéalement jusqu'à une remise même au sport. Mais déjà, si jamais ils font leurs 30 minutes d'activité physique douce par jour, c'est déjà un super step. On dit souvent que c'est le dernier kilomètre qui est important. Vous, c'est le premier. Ouais, c'est la remise en forme, se motiver. Et on parle de remise en forme, mais ça touche aussi tout le monde. Comme je vous disais, il y en a qui n'ont pas l'impression d'être sédentaires, mais beaucoup le sont. On a 30% des adultes dans le monde qui sont sédentaires. Ouais. Donc en fait, même sur ceux qui n'ont pas forcément un problème de surpoids, l'activité physique douce, elle est quand même nécessaire pour son équilibre. Et donc, il est important d'utiliser WeWard. La posture que vous suggérez, Thierry de la Garandrie, aux enseignants, aux futurs enseignants dans votre ouvrage, c'est celle du pédagogue dans le monde grec antique. C'est le serviteur de la maison qui accompagne l'enfant sur le chemin de l'école. C'est vrai. Je trouve que c'est une belle image. Oui. Maintenant, ça ne veut pas pour autant mettre en question le fait que l'enseignant exerce une autorité, qu'il est là aussi il accompagne, bien évidemment, mais il dispense un savoir. Mais c'est une image que j'ai toujours beaucoup aimée. Parce que ce que nous visons, c'est le moment où l'élève pense par lui-même, c'est notre souhait, c'est notre idéal. Et dans cette figure de l'accompagnement du pédagogue, du serviteur de la maison qui accompagne l'enfant sur le chemin de l'école, il y a cette idée qu'un beau jour, l'élève, par lui-même, sera capable de réfléchir, de comprendre, etc. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir participé à cette édition. On vous retrouve bientôt, je l'espère. Merci à toute l'équipe également en régie. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le maquillage, Laure Odemont. Le son, Héloïse Merlin. Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. Et on se retrouve évidemment demain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation.